À 75 ans, l'OTAN a-t-elle dépassé son utilité? Il y a 75 ans, le 4 avril 1949, les ministres des Affaires étrangères de 12 pays européens et nord-américains se sont rencontrés à Washington et ont signé le traité de l'Atlantique Nord, établissant l'OTAN. Avec la guerre faisant rage en Europe de l'Est et les appels de plusieurs alliés de l'OTAN à intensifier cette guerre, il est crucial de poser des questions impopulaires mais nécessaires sur l'histoire de l'Alliance, son avenir, son expansion et son impact sur la sécurité nationale des États-Unis. En effet, de nombreuses croyances concernant les succès et l'indispensabilité de l'OTAN sont, après un examen plus attentif, hautement discutables ou même complètement incorrectes. If not entirely mistaken. While criticism of the alliance. Bien que la critique de l'Alliance soit effectivement interdite dans le Washington d'aujourd'hui, au moment de sa fondation, certains penseurs éminents de la politique étrangère américaine, tels que Walter Lippmann, ont averti qu'une grande puissance comme les États-Unis ne tire aucun avantage et perd en prestige en offrant, voire en colportant, ses alliances à tout venant. Une alliance devrait être une monnaie diplomatique dure, précieuse et difficile à obtenir. On pourrait arguer qu'à la fin de sa première décennie, l'OTAN était déjà obsolète. Le grand historien hongro-américain John Lukács a soutenu qu'au milieu des années 1950, les Soviétiques, après Staline, après la Corée, se retiraient du centre de l'Europe. En 1954 et 1955, ils ont accepté un retrait réciproque en Autriche, ouvrant la voie à la neutralité de ce pays pendant la guerre froide. En l'espace d'un an, les Soviétiques ont renoncé à leur base navale en Finlande, qui a dès lors poursuivi un statut neutre jusqu'à l'année dernière. Ils ont également rétabli les liens avec la Yougoslavie de Tito. Selon Lukács, 1956 a été le tournant de la guerre froide, marquant peut-être même sa fin, si par guerre froide, on entend la perspective directe d'une guerre réelle entre les forces armées américaines et russes en Europe. Sans les systèmes d'alliance concurrents, la guerre froide aurait pu prendre fin des décennies plus tôt. Certainement, l'incorporation de la Turquie dans l'Alliance en 1952 et la décision subséquente de placer des missiles Jupiter armés nucléaires là-bas ont peu fait pour favoriser la paix et la stabilité entre l'Est et l'Ouest. En effet, cela a contribué à préparer le terrain pour la crise des missiles de Cuba en octobre 1962. Néanmoins, la décision de continuer et même d'élargir l'Alliance a été prise juste 24 mois après la dissolution de l'Union soviétique. Pour l'administration Clinton, la volonté d'élargir l'OTAN était plus motivée par la politique intérieure que par les besoins de la sécurité nationale des États-Unis. Comme l'ambassadeur Jack Matlock l'a récemment rappelé, la vraie raison pour laquelle Clinton a opté pour cela était la politique intérieure. J'ai témoigné au Congrès contre l'expansion de l'OTAN en disant que ce serait une grande erreur. Quand je suis sorti de ce témoignage, quelques personnes qui observaient l'ont dit « Jack, pourquoi luttes-tu contre cela ?» Et j'ai dit « Parce que je pense que c'est une mauvaise idée. » Ils ont dit « Regarde, Clinton veut être réélu. Il a besoin de la Pennsylvanie, du Michigan, de l'Illinois. » À l'époque, beaucoup de gens savaient que le projet était plein de risques. Mais à Washington, D.C., il y a 30 ans, on pouvait avoir un véritable débat sur les mérites de telle ou telle politique étrangère sans être étiqueté comme un dupe étranger ou un apologiste russe. Durant ces années, des dizaines de membres de l'establishment de Washington, y compris les sénateurs Daniel Patrick Moynihan et John Warner, ont fait connaître leurs objections au projet expansionniste. Un groupe d'objecteurs était dirigé par la petite-fille du président Dwight Eisenhower. En 1997, la respectée Susan Eisenhower a publié une lettre ouverte dans le but de persuader Clinton de reconsidérer la voie qu'il avait choisie. Elle qualifiait l'expansion de l'OTAN d'erreur de politique de proportions historiques.
Les 50 signataires de la lettre incluaient des faucons de longue date comme Paul Neitz et Richard Pipes, des sénateurs démocrates éminents tels que Bill Bradley et Sam Nunn, et des intellectuels comme David Kaleo et Owen Harris. Ils ont averti qu'en Russie, l'expansion de l'OTAN, qui continue d'être opposée sur tout le spectre politique, renforcera l'opposition non démocratique. Cela va saper ceux qui favorisent la réforme et la coopération avec l'Occident et amènera les Russes à remettre en question tout l'arrangement post-guerre froide. À peu près au même moment, un article de Cheryl Sheninger de l'Institut de politique mondiale notait « L'expansion de l'OTAN menace de créer des tensions et des conflits au cœur de l'Europe centrale et orientale qui n'existeraient pas autrement. » L'administration Clinton justifiait en partie l'élargissement de l'OTAN comme un effort pour éviter un nouveau vide sécuritaire en Europe centrale. Cependant, alors qu'elle retirait certains pays de la compétition Est-Ouest, elle ne faisait qu'augmenter l'intensité potentielle de la rivalité sur d'autres, comme les États baltes et l'Ukraine. Ceux d'entre nous qui ont eu la chance de connaître et de travailler avec Sheninger savaient qu'il avait une prévoyance spéciale, et ses avertissements de l'époque n'étaient pas une exception. Aujourd'hui, les défenseurs de l'OTAN demanderont sans doute, sûrement, après l'invasion russe de l'Ukraine, l'OTAN est plus nécessaire que jamais pour protéger l'Europe de l'ours russe, n'est-ce pas? Pas vraiment. D'abord, comme le distingué politologue John Mearsheimer et d'autres l'ont inlassablement souligné, il y a peu de preuves que Poutine veuille toute l'Ukraine et encore moins d'autres territoires en Europe de l'Est. Supposons-nous vraiment que la Russie souhaite prendre en charge le fardeau de soutenir 3/4 de millions de retraités polonais ou de gaspiller plus de sang et de trésors dans ce qui serait certainement une résistance de guérilla féroce dans la moitié ouest de l'Ukraine. Le fait est que la Russie manque à la fois des moyens et de la volonté d'établir une hégémonie politique, économique et territoriale sur le continent. Les arguments contraires sont, pour le dire poliment, basés sur une incompréhension des objectifs de sécurité nationale russe. Le philosophe politique français Emmanuel Todd, qui est moins poli à ce sujet, croit que l'idée que la Russie est l'Europe dans sa ligne de mire est pure fantaisie et propagande. La vérité, comme Todd l'écrit dans son nouveau livre « La défaite de l'Occident », est que la Russie, avec une population en diminution et un territoire de 17 millions de kilomètres carrés, est loin de vouloir conquérir de nouveaux territoires. Au lieu de cela, elle se demande comment elle continuera à occuper les territoires qu'elle possède déjà. Alors, appelons l'OTAN ce qu'elle est, une alliance inutile qui représente un danger pour les véritables intérêts de sécurité nationale des États-Unis. L'OTAN encourage la dépendance de la part de nos partenaires. Elle conduit à l'imprudence de la part d'États clients stratégiquement insignifiants, mais incroyablement belliqueux. Elle favorise un comportement incroyablement autodestructeur parmi les nations qui souhaitent la rejoindre. De plus, elle permet aux États-Unis de s'immiscer au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, des régions où nous n'avons pratiquement aucune raison d'être. Cette situation dure depuis trop longtemps. Sûrement 75 ans de l'OTAN, c'est suffisant. 8 décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est grand temps que l'Europe se débrouille par elle-même.